Loi 48. Soyez fluide. Principe. En révélant un plan gravé dans le roc, vous vous rendez vulnérable. Au lieu d'adopter des contours définis qui donneront prise à votre ennemi, restez adaptable et mobile. Acceptez que rien n'est certain, qu'aucune loi n'est immuable. La meilleure façon de vous protéger est d'être aussi fluide et insaisissable que l'eau. Ne comptez jamais sur la stabilité, ni sur l'immobilité. Tout change. Violation de la loi. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les cités-États grecques étaient devenues si importantes et prospères qu'elles manquaient d'espace pour leur démographie galopante. Elles se tournèrent donc vers la mer et établirent des colonies en Asie mineure, en Sicile, dans la péninsule italienne et même en Afrique. Sparte, toutefois, était enclavée et environnée de montagnes. Sans accès à la Méditerranée, les Spartiates ne devinrent jamais un peuple de marins. Au lieu de quoi, ils se tournèrent vers les cités voisines et, par une série de conflits brutaux qui s'étendirent sur plus d'un siècle, ils conquirent une étendue immense qui offrait une terre à chaque citoyen. Cette solution à leur problème démographique en engendra un autre, nouveau et plus grave. Comment conserver et gouverner les territoires conquis? Le rapport était maintenant de 1 à 10 entre les Spartiates et les peuples qu'ils dominaient. Un jour ou l'autre, cette énorme masse allait se soulever. Sparte en prit son parti et décida de créer une société entièrement construite autour de l'art de la guerre. Les Spartiates seraient plus durs, plus forts et plus fiers que leurs voisins. C'était le seul moyen de s'assurer survie et stabilité. Lorsqu'un Spartiate avait 7 ans, il était enlevé à sa mère et placé dans une école militaire où il était entraîné à la lutte et soumis à la discipline la plus stricte. Les éphèbes dormaient sur une jonchée de roseaux. On ne leur fournissait qu'un seul vêtement par an. Ils n'étudiaient aucun art. Sparte avait banni de son territoire la musique et ne permettait qu'aux esclaves la pratique des artisanats strictement nécessaires. La seule chose qu'un Spartiate apprenait, c'était l'art de la guerre. Les enfants jugés faibles ou chétifs étaient exposés dans les montagnes, dans des grottes. Aucun système monétaire ou de troc n'était autorisé. L'accumulation de richesses, pensait-il, sème égoïsme et dissension et aurait affaibli leur discipline guerrière. Le seul moyen qu'ils avaient de gagner leur vie était l'agriculture, le plus souvent sur des terres appartenant au gouvernement, avec l'aide d'esclaves appelés ilotes qui travaillaient pour eux. Cette détermination des Spartiates leur donna l'infanterie la plus efficace au monde. Ils marchaient en ordre parfait et combattaient avec une bravoure incomparable. Leurs phalanges étroitement serrées pouvaient vaincre une armée 10 fois plus nombreuse, comme ils le prouvèrent en battant les Perses aux Thermopyles. Une colonne d'hoplites en marche inspirait la terreur. Elle semblait invincible. Et pourtant, même si les Spartiates prouvèrent qu'ils étaient de puissants guerriers, ils n'étaient guère intéressés par la création d'un empire. Ils ne cherchaient qu'à garder les terres déjà conquises et à les défendre contre toute invasion. Des décennies s'écoulèrent sans que rien ne change dans un système qui préservait la stabilité de Sparte. Parallèlement à l'évolution de Sparte la guerrière, une autre cité devint sa rivale, Athènes. Contrairement à Sparte, Athènes était tournée vers la mer, moins pour aller créer des colonies au loin que pour se livrer au commerce. Les Athéniens devinrent d'importants négociants. Leur monnaie d'argent, la drachme, était frappée d'une chouette, l'oiseau d'Athéna, déesse de la sagesse. Cette monnaie se répandit dans tout le bassin méditerranéen. Contrairement aux rigides Spartiates, les Athéniens répondaient à chaque problème avec une grande créativité, s'adaptant aux circonstances, créant de nouveaux systèmes sociaux et de nouveaux arts à un rythme impressionnant. Leur société était en perpétuel changement. Comme leur pouvoir s'étendait, ils finirent par devenir une menace pour les Spartiates, toujours sur la défensive. En 431 avant Jésus-Christ,
la guerre qui couvait depuis si longtemps entre Athènes et Sparte éclata. Elle dura 27 ans. Après de nombreux revers, la formidable machine de guerre spartiate remporta la victoire. Les Spartiates étaient maintenant à la tête d'un empire, et cette fois, ils ne pouvaient rester dans leur coquille. S'ils abandonnaient ce qu'ils avaient gagné, les Athéniens écrasés se réarmeraient et se soulèveraient à nouveau. Cette longue guerre n'aurait servi à rien. Après la guerre, la monnaie athénienne coula à flot à Sparte. Les Spartiates maîtrisaient parfaitement l'art de la guerre, mais ne connaissaient rien à la politique ni à l'économie. Comme ils n'y étaient pas habitués, la richesse et le train de vie qu'elle amenait avec elle les séduisirent et bouleversèrent leur société. Des gouverneurs spartiates furent envoyés administrer des terres qui avaient appartenu à Athènes. Loin de chez eux, ils succombèrent aux pires formes de corruption. Sparte avait battu Athènes, mais le mode de vie des Athéniens amollit et vint à bout de la discipline et de l'ordre spartiate. Pendant ce temps, Athènes, qui s'était accommodée d'avoir perdu son empire, devint un centre économique et culturel florissant. Perturbée par ce changement brutal, Sparte s'affaiblit progressivement. Une trentaine d'années après avoir vaincu Athènes, elle perdit une importante bataille contre la cité-État de Thèbes. Quasiment du jour au lendemain, cette nation jadis puissante s'effondra pour ne jamais se relever. Interprétation. Dans l'évolution des espèces, l'armure n'a jamais été une solution durable. À quelques exceptions près, la carapace finit par devenir une impasse dans laquelle l'animal se trouve piégé. Elle le ralentit, l'encombre quand il se nourrit et fait de lui une cible facile pour les prédateurs plus vifs que lui. Dans le ciel comme sur terre, un animal rapide et au mouvement imprévisible est beaucoup plus en sécurité. Face à de sérieux problèmes, ainsi la gestion de sa démographie, Sparte avait réagi comme un animal qui développe une carapace afin de se protéger de son environnement. Mais comme la tortue, les Spartiates sacrifièrent leur mobilité à leur sécurité. Certes, ils parvinrent à préserver leur stabilité pendant 300 ans, mais à quel prix? Ils n'avaient guère de culture au-delà de l'art de la guerre, aucun art pour se détendre, étaient livrés à l'angoisse perpétuelle du changement. Alors que leurs voisins se tournaient vers la mer et apprenaient à s'adapter à un monde en perpétuelle évolution, les Spartiates se sont enterrés dans leur propre système. La victoire leur donnait de nouvelles terres à gouverner dont ils ne voulaient pas. La défaite était synonyme de la fin de leur appareil militaire, ce qu'ils ne souhaitaient pas non plus. Seul l'immobilisme les faisait survivre. Mais rien dans ce monde ne peut rester stable à jamais. Et la carapace ou le système que vous mettez en place pour votre protection conduisent un jour à votre ruine. Dans le cas de Sparte, ce ne sont pas les armées d'Athènes qui causèrent sa perte, mais la drachme. L'argent va partout où l'on a besoin de lui. Il ne peut être contrôlé. Il ne correspond à aucun système en particulier. Il est intrinsèquement volatile. Ainsi, sur le long terme, l'argent fit la victoire d'Athènes en infiltrant le système spartiate et en corrodant son armure protectrice. Dans la bataille entre les deux systèmes, Athènes se montra assez flexible et créative pour prendre de nouvelles formes, tandis que Sparte devenait de plus en plus rigide jusqu'à son effondrement. Ainsi va la vie, que ce soit pour les animaux, les civilisations ou les individus. Face à la dureté et aux dangers du monde, tout organisme se développe une protection, une armure, un système rigide, des rituels rassurants. Sur le court terme, cela fonctionne peut-être, mais sur le long terme, cela mène au désastre. Les peuples sous la contrainte d'un système et d'un mode de vie rigide ne peuvent évoluer assez vite, ne peuvent ni s'adapter au changement, ni même le ressentir. Ils se meuvent de plus en plus lentement et finissent comme le dinosaure. Apprenez à évoluer rapidement et à vous adapter, ou vous finirez dévoré.
Or, la meilleure façon d'échapper à ce sort est d'être fluide, protéiforme. Aucun prédateur au monde ne peut s'attaquer à ce qu'il ne voit pas clairement. Respect de la loi. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin et que les Japonais qui avaient envahi la Chine en 1937 furent enfin mis dehors, les nationalistes chinois, conduits par Chiang Kai-shek, décidèrent qu'il était temps d'écraser une fois pour toutes les communistes chinois, leurs rivaux honnis. Ils avaient presque réussi en 1935, en les forçant à la longue marche, épuisante retraite qui avait décimé leurs troupes. Même si les communistes s'étaient un peu ressaisis pendant la guerre contre le Japon, il ne serait sans doute guère difficile de les battre. Ils ne contrôlaient que des enclaves isolées, possédaient un armement médiocre, manquaient d'expérience militaire et d'entraînement à autre chose que la guérilla. En outre, ils ne tenaient aucun territoire stratégique en Chine, seulement quelques zones de Mandchourie récupérées pendant la retraite japonaise. Chiang décida de lancer ses meilleures forces en Mandchourie. Il reprendrait les villes principales et, à partir de ces bases, s'étendrait vers la région industrielle du Nord, chassant ainsi les communistes. Une fois la Mandchourie reprise, les communistes s'effondreraient. En 1945 et 1946, ce plan donna de bons résultats. Les nationalistes récupérèrent sans difficulté les principales cités mandchoues. Bizarrement, face à cet enjeu critique, la stratégie communiste semblait incohérente. Lorsque les nationalistes lancèrent leur attaque, les communistes se dispersèrent dans les recoins les plus perdus de la campagne mandchoue. Leurs petites unités harcelaient les armées nationalistes, ici en leur tendant un piège, là en se retirant sans raison. Mais ces unités dispersées ne se retrouvaient jamais. Impossible donc de les écraser. Les communistes prenaient une ville pour l'abandonner quelques semaines plus tard. Sans avant-garde ni arrière-garde, ils se déplaçaient comme vif argent, sans jamais s'installer, insaisissables. Les nationalistes attribuèrent ce phénomène à deux raisons. D'une part, la peur face à des forces supérieures, et d'autre part, le manque d'expérience en matière de stratégie. Mao Zedong, le leader communiste, était plus poète et philosophe que général. Chiang Kai-shek, lui, avait étudié l'art de la guerre en Occident et était le disciple du stratège allemand Karl von Clausewitz, entre autres. Cependant, la tactique de Mao finit par se dessiner. Après que les nationalistes eurent pris les villes, laissant les communistes occuper ce qu'ils considéraient comme l'espace inutile de la Mandchourie, ces derniers se servirent de ces vastes espaces pour encercler les agglomérations. Si Chiang envoyait une armée d'une ville à une autre qui était en difficulté, les communistes harcelaient ses renforts. Les forces de Chiang se retrouvèrent progressivement divisées en unités de plus en plus petites, isolées les unes des autres, sans moyen de communiquer ni de s'approvisionner mutuellement. Les nationalistes avaient encore une force de frappe supérieure, mais s'ils ne pouvaient bouger, à quoi servait-elle ? Les soldats nationalistes furent pris de panique. Les commandants dans leurs états-majors, prudemment à l'écart des lignes de front, avaient beau se moquer de Mao, les soldats qui affrontaient les communistes dans les montagnes en vinrent à redouter ces ennemis insaisissables. Installés dans les villes, ils les voyaient arriver de toutes parts, plus fluides que l'eau. Ils semblaient des millions. Les communistes assiégeaient tout autant mentalement les soldats, les bombardant de propagande pour les démoraliser et les pousser à déserter. Chez les nationalistes, ce fut le moral qui s'effondra le premier. Leurs villes encerclées tombèrent d'elles-mêmes. Elles se rendirent l'une après l'autre en chaîne. En novembre 1948, les nationalistes abandonnèrent la Mandchourie aux communistes. Gifle humiliante pour une armée techniquement supérieure et qui avait connu l'épreuve du feu pendant la guerre. Et au cours de l'année qui suivit, les communistes prirent le contrôle de la Chine entière. Interprétation. Les deux jeux de société qui ressemblent le plus aux stratégies guerrières sont les échecs et le Go. Aux échecs, le plateau est plus petit, les attaques sont plus rapides, amenant plus vite à la bataille décisive. Il est rarement bon de se retirer ou de sacrifier des pions,
ceux-ci devant être concentrés aux endroits clés. Le Go est beaucoup plus souple. On y joue sur un goban, grande grille de 19 lignes par 19, formant 361 intersections, presque 6 fois plus que les cases d'un échiquier. Les pierres sont noires et blanches, une couleur pour chaque joueur, et en nombre suffisant, car on ne les pose jamais toutes. On les place sur les intersections une par une à tour de rôle. L'objectif est d'isoler les pierres ennemies en les encerclant à l'aide de nouvelles pierres. Une partie de Go, que l'on appelle Weiqi en Chine, peut durer plus de 24 heures. La stratégie est beaucoup plus subtile et souple que celle des échecs et se développe lentement. Plus le dessin formé au départ par vos pierres sur le goban est complexe, plus il est difficile pour votre adversaire de comprendre votre stratégie. Cela ne vaut pas la peine de se battre à mort pour le contrôle de tel espace donné. Il faut penser en termes plus larges, être préparé à sacrifier un espace pour parvenir à dominer tout le jeu. On n'est pas en quête d'une position imprenable, mais à la recherche de mobilité afin d'isoler les pierres de l'adversaire, de les encercler et de les capturer. Le but est de provoquer une sorte de paralysie conduisant à la chute. Aux échecs, le jeu est linéaire, plus positionné et agressif. Le Go est plus géographique et beaucoup plus fluide. Le jeu s'arrête quand le sort de tous les territoires est irrévocablement fixé. On compte le nombre d'intersections conquises par l'un et l'autre joueur et celles qui ne sont à personne. On en retranche le nombre respectif de prisonniers et le gagnant est celui qui possède le plus d'intersections libres. Les stratèges militaires chinois ont été influencés par le Go pendant des siècles. Les proverbes du jeu ont été appliqués de nombreuses fois à la guerre, même lors de batailles navales. Un concept clé du jeu, par exemple, consiste à prendre avantage de la taille du plateau, de se disperser dans toutes les directions, afin que votre adversaire ne puisse suivre vos mouvements de façon linéaire. Chaque Chinois, écrivit Mao, devrait s'investir consciemment dans cette guerre contre les nationalistes comme une pièce du puzzle. Placez vos hommes selon les techniques du Go et votre adversaire s'arrachera les cheveux à essayer de deviner où vous voulez en venir. Soit il perdra du temps à vous poursuivre, soit, comme Chiang Kai-shek, il en déduira que vous êtes battu d'avance et omettra de se protéger. S'il se concentre sur des aires très localisées, comme le conseillent les stratèges occidentaux, il deviendra facile à assiéger. Dans l'art de la guerre chinois, on encercle le cerveau de l'ennemi et, en le déroutant, à l'aide de la propagande et par des tactiques de harcèlement, on le décourage et on l'embrouille. Ce fut la stratégie des communistes. Un désordre apparent qui désorienta et terrifia ses adversaires. Tandis que les échecs sont linéaires et directs, telle la stratégie de guerre occidentale, le vieux jeu de Go est plus proche d'une stratégie de harcèlement dans des espaces vastes et peu peuplés. Ces stratégies sont abstraites et multidimensionnelles, se positionnant sur un plan au-delà du temps et de l'espace, le cerveau du stratège. Dans cette façon fluide de faire la guerre, on valorise le mouvement au détriment de la position. La vitesse et la mobilité rendent toute prévision impossible. Incapable de vous comprendre, votre ennemi ne peut mettre en place de tactiques pour vous battre. Au lieu de se fixer sur quelques forteresses inexpugnables, cette guerre de guérilla est adaptée à la nature polymorphe du monde. Soyez un fantôme. Il ne faut rien bâtir de solide que l'adversaire puisse attaquer. Regardez-le s'épuiser à vous traquer, essayant de saisir l'insaisissable. Seul ce désordre protéiforme permet de surprendre véritablement l'ennemi. Le temps qu'il comprenne où vous êtes et ce que vous faites, il est trop tard. Lorsque vous voulez nous affronter, nous ne nous laissons pas attraper et vous ne pouvez nous trouver. Mais lorsque nous voulons vous affronter, nous nous assurons que vous ne pourrez vous enfuir et vous frappons de plein fouet. Et vous rayons de la carte. L'ennemi avance, nous reculons. L'ennemi campe, nous le harcelons.
L'ennemi se fatigue, nous attaquons. L'ennemi bat en retraite, nous le poursuivons. Mao Tse-tung, 1893-1976. Les clés du pouvoir. L'humain se distingue de l'animal en ce qu'il crée sans cesse des formes. Exprimant rarement ses émotions directement, l'homme leur donne forme par le langage ou par des rituels socialement acceptables. Sans ces formes, nous sommes incapables de communiquer nos sentiments. Les formes que nous créons sont en évolution permanente, mode, style et tous les engouements reflétant l'humeur du moment. L'homme modifie constamment les formes héritées des générations précédentes et ces changements sont signes de vie et de vitalité. En effet, les choses qui ne changent pas, les formes figées, évoquent la mort et nous les détruisons. Ce processus est surtout visible chez les jeunes. Mal à l'aise avec les formes que la société leur impose, faute d'une identité clairement affirmée, ils essaient une série de masques et de rôles afin de s'exprimer. C'est cette vitalité qui nourrit la forme, créant de constants changements de style. Les gens les plus puissants sont souvent ceux qui, dans leur jeunesse, ont montré une extrême créativité, exprimant des idées nouvelles sous des formes neuves. La société leur accorde du pouvoir car elle a soif de renouvellement et récompense l'innovation. Le problème survient souvent plus tard, lorsqu'ils se font conservateurs et possessifs, que leur créativité se tarit. Leur identité est désormais bien définie, leurs habitudes se figent et leur rigidité fait d'eux des cibles faciles. Tout le monde peut prévoir leurs mouvements. Au lieu d'inspirer le respect, ils suscitent l'ennui. « Allez-vous-en !» leur dit-on. « Place aux jeunes pour nous distraire. » Enfermés dans le passé, ils deviennent alors comiques. Ce sont des fruits blais qui n'ont plus qu'à tomber de l'arbre. Le pouvoir ne peut se développer que sous des formes fluides. Fluide ne signifie pas amorphe. Tout est forme. C'est une incontournable réalité. La fluidité du pouvoir est comparable à celle de l'eau ou du mercure, qui prennent la forme de leur contenant, en changement permanent, imprévisible. Les puissants créent constamment de nouvelles formes, et leur pouvoir provient de la rapidité avec laquelle ils sont capables de changer. Cette adaptabilité trouble l'adversaire, qui ne sait à quoi s'attendre et ne peut s'attaquer à rien de solide. C'est la tactique fondamentale du pouvoir, insaisissable, éphémère et légère comme le dieu Mercure, qui pouvait prendre l'apparence qu'il souhaitait, ce dont il se servait à loisir pour semer la zizanie sur le mont Olympe. Les créations de l'homme ont tendance à se dématérialiser, à devenir plus mentales que matérielles. Cette évolution apparaît clairement dans l'art. Le XXe siècle a découvert l'art abstrait. On la distingue aussi en politique, où, au fil du temps, la violence est passée de mode. Les confrontations sont devenues plus compliquées, indirectes et cérébrales. L'art de la guerre et la stratégie ont suivi le même chemin. La stratégie a commencé avec le commandement d'armée sur un champ de bataille, leur positionnement en formation ordonnée. Sur le terrain, la stratégie est à 2 dimensions, soumise aux contraintes topographiques. Mais toutes les grandes puissances ont un jour pris la mer, pour le commerce ou la colonisation. Afin de protéger leur route commerciale, elles durent apprendre à se battre sur l'eau. L'art de la bataille navale exige une extrême créativité et beaucoup d'abstraction, sur un élément où les lignes sont perpétuellement mouvantes. Les commandants de navires se distinguent par leur capacité à s'adapter à la fluidité, au sens propre du terme, de leur champ de bataille, et à troubler l'ennemi par des mouvements abstraits, difficilement prévisibles. Ils agissent dans une 3e dimension, l'esprit. De retour sur la terre ferme, les guérillas démontrent aussi cette évolution vers l'abstraction. L'officier britannique Lawrence d'Arabie fut peut-être le premier stratège moderne à développer une théorie basée sur ce type de guerre et à la mettre en pratique. Ses idées influencèrent Mao, qui trouva dans ses écrits un singulier équivalent occidental du jeu de Go. Lawrence travaillait en coopération avec les Arabes pour défendre leur territoire contre les Turcs.
Son idée fut de disperser les Arabes dans le vaste désert, n'offrant aucune cible, aucune concentration de troupes. En s'échinant à lutter contre cette armée impalpable, les Turcs dispersèrent leurs forces, gaspillant leur énergie à se déplacer d'un lieu à un autre. Leur puissance de feu était supérieure, mais les Arabes gardaient l'initiative en jouant au chat et à la souris, ne donnant aux Turcs aucune emprise, sapant leur morale. La plupart des guerres furent des guerres de contact. La nôtre allait être une guerre de détachement, écrit Lawrence. Nous devions nous protéger de l'ennemi par cette menace silencieuse d'un vaste désert inconnu, sans nous découvrir jusqu'à l'attaque. C'est là l'ultime avatar de la stratégie. La guerre d'offensive est devenue trop dangereuse et trop chère. Il est plus rentable d'être indirect et insaisissable. Le prix à payer, en réalité, est mental. C'est la réflexion qu'il faut pour disperser intelligemment ses forces afin de saper le moral de l'adversaire. Car rien ne peut le désorienter et le faire enrager davantage que cette insaisissabilité. Dans un monde où les guerres de détachement et de harcèlement sont à l'ordre du jour, celle-ci joue un rôle crucial. Le premier impératif psychologique de cette capacité à la fluidité est d'apprendre à ne rien prendre personnellement. Il ne faut jamais se montrer sur la défensive. Lorsque l'on réagit par la défensive, on dévoile ses émotions, on se découvre. Votre adversaire réalise qu'il a touché un point sensible, qu'il a trouvé votre talon d'Achille. Il en profite pour s'engouffrer dans la brèche. Entraînez-vous à ne prendre ombrage de rien. Personne ne doit réussir à vous offenser. Soyez la savonnette impossible à saisir. Nul ne doit savoir ce qui vous touche, ni quelles sont vos faiblesses. Votre visage doit être un masque impénétrable. C'est la meilleure façon de désorienter et de mettre en rage vos adversaires. Le baron James Rothschild s'est beaucoup servi de cette technique. Juif allemand à Paris, plongé dans un milieu peu accueillant, Rothschild ne prit jamais personnellement aucune des attaques qu'il subissait. Rien ne l'atteignait. En outre, il s'adapta à tous les climats politiques. La rigidité formelle de la Restauration sous Louis XVIII, le règne bourgeois de Louis-Philippe, la Révolution démocratique de 1848 et les débuts de Louis-Napoléon, sacré empereur en 1852. Rothschild les accepta tous, se fondant dans la masse. Il pouvait se permettre de paraître hypocrite et opportuniste, il en avait les moyens. C'était son argent qui achetait son pouvoir, non ses opinions politiques. Tandis que lui s'adaptait et s'enrichissait, parce qu'il ne se laissait jamais définir, toutes les grandes familles qui avaient commencé le siècle dans le luxe furent ruinées par cette succession de bouleversements et de revers de fortune. Trop liées au passé, elles se révélaient dépendantes du moule dans lequel elles avaient été coulées. Tout au long de l'histoire, la fluidité a été le mode de gouvernement le plus pratiqué par les reines ayant régné seules. Une reine est dans une situation radicalement différente de celle d'un roi. Parce que c'est une femme, ses sujets et ses courtisans doutent de sa capacité à gouverner et de sa force de caractère. Si elle penche d'un côté de la balance lors d'un débat idéologique, on dit immédiatement qu'elle agit sous l'empire de ses émotions. A contrario, si elle les réprime et se montre autoritaire comme un homme, elle soulève les pires critiques. Ainsi, par nature ou par expérience, les reines pratiquent un mode flexible de gouvernement qui se révèle finalement plus efficace que le pouvoir viril et direct. Deux souveraines de caractère sont des exemples parfaits de ce type de gouvernement. Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, et Catherine II, impératrice de Russie. Lors des guerres violentes entre catholiques et protestants, Élisabeth Ière sut raison garder. Elle évita les alliances qui l'auraient engagée d'un côté ou d'un autre et qui, avec le temps, auraient été un désastre pour le pays. Elle sut préserver la paix jusqu'à ce que la perfide Albion soit suffisamment solide pour se permettre une guerre. Son règne fut l'un des plus grandioses de l'histoire, grâce à son incroyable capacité à s'adapter et à nuancer ses idées.
La grande Catherine, elle aussi, gouverna dans l'improvisation. Ayant déposé son mari, l'empereur Pierre II, elle prit seule le contrôle de la Russie en 1762. Personne ne pensait qu'elle se maintiendrait sur le trône. Mais elle n'avait pas d'idées préconçues, de philosophie ni de théorie pour guider sa politique. Étrangère, elle était originaire d'Allemagne, elle comprenait pourtant les manières russes et leur évolution au cours du temps. « Il faut gouverner en sorte qu'un ordre soit désiré », disait-elle. Pour accomplir cela, elle devait toujours devancer les désirs de son peuple et s'adapter à leur résistance. En évitant toujours de forcer les choses, elle parvint à réformer la Russie en un temps étonnamment court. Ce mode de gouvernement, souple et féminin, apparaît comme le plus approprié en des temps troublés, mais il s'est montré très efficace auprès de ceux qui lui furent soumis. Les sujets obéissent volontiers quand le pouvoir a le sens de la mesure, car ils ne ressentent pas le poids douloureux de la coercition. Ils ne sont pas accablés par une politique forte. En outre, cette stratégie de la fluidité offre des options qui seraient impensables si l'on adhérait à une doctrine. Le fait de ne pas se compromettre d'un côté ni de l'autre permet de jouer sur plusieurs tableaux. Les souverains rigides peuvent paraître forts, mais cette coercition est, avec le temps, étouffante, et leurs sujets trouvent toujours un moyen de s'en débarrasser. Un monarque plus souple, plus flexible, sera davantage critiqué, mais n'en tiendra pas compte, et son peuple finira par s'identifier à lui car il lui ressemble, changeant, adapté aux circonstances. Malgré les obstacles et les retards, ce style perméable de pouvoir finit généralement par triompher, comme Athènes triompha de Sparte par sa monnaie et sa culture. Lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un de plus fort et de plus rigide, il faut lui concéder momentanément une petite victoire, s'incliner devant sa supériorité. Ensuite, en se montrant souple et adaptable, on peut s'infiltrer progressivement dans son âme. Ainsi, il baisse la garde, car les personnes rigides parent les coups directs, mais restent sans défense devant ce qui est subtil et sournois. Pour parvenir à ses fins avec ce type de stratégie, il faut être un véritable caméléon. Invisible en surface, on travaille en secret à la ruine de l'ennemi. Pendant des siècles, les Japonais ont gracieusement accueilli les étrangers et paru sensibles aux influences et cultures étrangères. João Rodrigues, prêtre portugais arrivé au Japon en 1577 et qui y vécut de nombreuses années, écrivait « Je suis émerveillé par la bonne volonté des Japonais à essayer et accepter tout ce qui est portugais. » Il voyait dans les rues des Japonais vêtus à la mode portugaise, un chapelet autour du cou et une croix à la hanche. Cette attitude pouvait paraître faible, influençable, mais l'adaptabilité du Japon protégea le pays d'une culture imposée par une invasion militaire. Il plut aux Portugais, comme aux autres Occidentaux, de croire que les Japonais aspiraient à une civilisation supérieure, tandis qu'en réalité, les manières étrangères étaient pour eux de simples modes passagères. Sous cette surface, la culture japonaise était solide. Si les Japonais avaient été totalement fermés aux influences étrangères et avaient tenté de lutter contre elles, ils auraient probablement souffert de la part de l'Occident des mêmes coups que la Chine. C'est le pouvoir de l'adaptabilité. L'adversaire n'a rien à attaquer, ne peut réagir à rien. En général, l'hypertrophie est le premier pas vers l'extinction. Ce qui est immense et enflé manque de mobilité, mais doit être constamment nourri. Seuls les sots se laissent séduire par l'idée que le pouvoir est proportionnel à la taille et que les plus grands sont les plus forts. En 483 avant Jésus-Christ, le roi Xerxès de Perse s'apprêtait à envahir la Grèce, certain de n'en faire qu'une bouchée. Il avait la plus grande armée jamais mise en branle pour une invasion. L'historien Hérodote l'estime à plus de 5 millions d'hommes. Les Perses allaient construire un pont de bateaux en travers de l'Hellespont pour déferler sur la Grèce par voie de terre, tandis que leur immense flotte bloquerait les ports
et empêcherait les trières grecques de prendre la mer. Ce plan paraissait n'avoir aucune faille. Pourtant, alors que Xerxès mettait en place son invasion, son conseiller Artaban lui fit part des doutes qu'il rongeait. « Les deux plus grandes puissances du monde sont contre vous, » dit-il. Xerxès éclata de rire. « Quelle puissance pourrait faire face à cette gigantesque armée ?»« Je vais vous le dire, » répondit Artaban. « Ce sont la terre et la mer. » Il n'y avait pas de port suffisamment sûr et vaste pour recevoir la flotte de Xerxès, expliqua-t-il. Et plus les Perses allaient conquérir de terre, plus les routes d'approvisionnement s'allongeraient. Le coût du ravitaillement de cette immense armée serait ruineux. Traitant son conseiller de lâche, Xerxès lança son invasion. Pourtant, comme Artaban l'avait prédit, des tempêtes décimèrent la flotte perse, trop importante pour s'abriter où que ce fût. Entre-temps, à terre, l'armée perse détruisait tout sur son chemin et ne pouvait donc se nourrir puisqu'elle brûlait les récoltes et les stocks de nourriture. C'était en outre une cible facile, car lente à se mouvoir. Les Grecs lancèrent toutes sortes de leurres qui désorientèrent les Perses. La défaite finale de Xerxès face aux Grecs fut un immense désastre. Cette histoire est une leçon pour tous ceux qui sacrifient la mobilité à la taille. Les armées légères et mobiles ont presque toujours le dessus, car leurs choix stratégiques sont nombreux. Plus l'ennemi est important, plus sa ruine est aisée. Le manque de souplesse grandit avec l'âge. On a tendance à s'installer dans ses habitudes et à se crisper. On devient prévisible, ce qui est le premier signe avant-coureur du gâtisme. Et on devient ridicule. Même si la moquerie et le dédain sont des formes d'attaque assez anodines, ce sont des armes inusables qui sapent les fondations du pouvoir. Un adversaire qui ne vous respecte pas prend de l'assurance. L'intrépidité des plus petits animaux fait d'eux les plus dangereux. À la fin du XVIIIe siècle, la cour de France, comme le prouve l'exemple de Marie-Antoinette, était désespérément rigide et formelle, au point que le Français moyen la considérait comme une relique sans intérêt. Ce mépris d'une institution séculaire était le signe d'une maladie en phase terminale, car il symbolisait la distance entre le peuple et son monarque. Au fur et à mesure que la situation empirait, Marie-Antoinette et Louis XVI devinrent de plus en plus attachés au passé, ce qui les rapprocha encore de la guillotine. Charles Ier d'Angleterre eut la même réaction lors du tournant démocratique des années 1630. Il fit dissoudre le Parlement et les manières de la cour se firent encore plus formelles et froides. Il voulait revenir à une forme de gouvernement ancienne, à un protocole pointilleux. Cette rigidité ne fit qu'exacerber le désir de changement. Évidemment, le roi fut balayé par une guerre civile dévastatrice et laissa sa tête sur le billot. En fait, plus vous vieillissez, moins vous devez vous attacher au passé. Prenez garde que vos traits de caractère ne vous fassent passer pour une relique de musée. Il ne s'agit pas de copier les modes de la jeunesse, ce serait tout aussi ridicule. Il s'agit plutôt d'adapter son esprit et son comportement à toutes les circonstances, y compris au changement inévitable qui vous fera laisser la place aux jeunes. La rigidité vous donnerait tout l'attrait d'un cadavre. Cependant, il ne faut jamais oublier que cette adaptabilité n'est qu'une option stratégique. Elle permet de créer des surprises tactiques. Lorsque votre ennemi désespère de prévoir votre prochain mouvement, il révèle sa propre stratégie et se met en position de faiblesse. Vous conservez ainsi l'initiative. Vous poussez vos ennemis non pas dans l'action, mais toujours dans la réaction, ce qui prend de court leur espionnage et émousse l'acuité de leur intelligence. N'oubliez pas, l'adaptabilité est un outil. Il ne faut pas la confondre avec un comportement de girouette, ni une résignation fataliste au revers de fortune. Vous vous servez de cette fluidité, non pas parce qu'elle vous procure une sérénité et une harmonie intérieure, mais parce qu'elle sert votre pouvoir. Enfin, lorsqu'on s'adapte à toutes les circonstances, cela signifie que l'on perçoit les événements par son propre regard,
et que l'on ignore les conseils dont on est assommé. Cela signifie, en fin de compte, qu'il faut faire fi des lois enseignées par les autres, des livres qu'ils écrivent pour vous les inculquer et des sages conseils des anciens. Les lois qui gouvernent les circonstances sont abolies par de nouvelles circonstances, écrit Napoléon. C'est à vous de vous adapter à chaque nouvelle situation. À trop se reposer sur les idées d'autrui, on finit par ne plus avoir de personnalité. Un trop grand respect pour la sagesse des autres déprécie celle dont vous êtes capable. Foin du passé, surtout du vôtre. Faites litière des philosophies que vous n'avez pas intériorisées. Image, Mercure. Le messager ailé, dieu du commerce, protecteur des voleurs, des joueurs et de tous ceux qui dupent par leur insaisissabilité. À sa naissance, Mercure inventa la lyre. Le soir même, il volait le bétail d'Apollon. Il écuma le monde entier, prenant la forme qu'il souhaitait. Comme le métal homonyme, il incarne l'éphémère, l'insaisissable, le pouvoir protéiforme de l'adaptabilité. Autorité. La suprême tactique consiste à disposer ses troupes sans forme apparente. Alors les espions les plus pénétrants ne peuvent fureter et les sages ne peuvent établir des plans contre vous. L'eau, dans son cours, suit la situation du terrain dans lequel elle coule. De même, votre armée doit s'adapter au terrain sur lequel elle se meut. Le général habile tirera parti des circonstances, même les plus dangereuses et les plus critiques. Il saura faire prendre la forme qu'il voudra, non seulement à l'armée qu'il commande, mais encore à celle des ennemis. Et quand j'ai remporté une bataille, je ne répète pas ma tactique, mais je réponds aux circonstances selon une variété infinie de voies. Sun Tzu, L'art de la guerre, IVe siècle avant Jésus-Christ, traduit par Père Joseph-Marie Amiot, jésuite. A contrario, il faut certes se servir de l'espace pour se disperser d'une façon inintelligible par l'ennemi, mais ce n'est pas pour autant que vous devez totalement abandonner l'idée de concentrer vos forces lorsque c'est nécessaire. Cette fluidité insaisissable pousse l'ennemi à vous chercher partout, à gaspiller ses forces tant physiques que mentales. Cependant, quand enfin vous l'affronterez, il faudra le frapper d'un seul coup, impitoyable. C'est ainsi que Mao triompha des nationalistes. Il émietta leur armée en petites unités isolées qu'il écrasa une à une. Et à chacune de ces attaques, c'était la loi de la concentration qui prévalait. Lorsque vous usez de fluidité, gardez le contrôle du processus et ayez en tête une stratégie sur le long terme. Mais lorsque vous vous découvrez et passez à l'attaque, soyez concentré, rapide et puissant. Comme le disait Mao, « Lorsque nous décidons de vous affronter, nous nous assurons que vous ne pourrez vous enfuir. »